Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme il est 05, quel que soit votre fuseau horaire, donc midi 05 temps universel et en tout cas 05 pour qui que ce soit a priori sur cette planète. Donc, merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui. Très brièvement, je m'appelle Nadia Mrabit, je suis cofondatrice de Business Club Africa et de nos clubs affiliés MENA Women Business Club et Oya Business Club. Aujourd'hui, notre masterclass est vraiment dans le vif du sujet que beaucoup d'entre vous se posent comme question. C'est vraiment cette éternelle question de la levée de fonds, de trouver de l'argent pour son entreprise, quel que soit le moment de la vie de son entreprise. Donc, que ce soit au niveau, une fois que j'ai une idée de faire une entreprise et que je veux peut-être quitter mon job, mais aussi vraiment d'une entreprise qui est déjà bien installée et qui veut faire, par exemple, de l'expansion dans d'autres pays de la sous-région ou en Afrique ou même au-delà. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter brièvement notre speaker, notre expert aujourd'hui, Fabrice Mpolo. Merci beaucoup d'être là, Fabrice. Voilà. Merci, Nadia. Merci à toi. Fabrice est un de nos membres et il est investment manager chez Norfund, qui est vraiment le fonds d'investissement spécialisé dans les pays en voie de développement, un fonds donc norvégien. Et sans plus attendre, je vais te laisser te présenter, Fabrice, et puis rentrer directement dans le vif du sujet. Et après à peu près 15-20 minutes de présentation de Fabrice, nous aurons donc bien sûr une séance de questions-réponses. Je vous invite d'ores et déjà aussi de poser vos questions dans le chat et de bien garder donc vos micros en muet. Et nous nous réjouissons aussi de la deuxième partie, donc de la partie questions-réponses. L'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très interactif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en lien avec la levée de fonds. Voilà, sans plus attendre, je te laisse la parole, Fabrice. Merci beaucoup. Merci, Nadia. Bonjour tout le monde. Ravi de, en tout cas, voir les noms et de vous voir ceux qui ont leur vidéo activée, leur caméra activée. Alors, Fabrice Polo, Investment Manager à Norfund. Donc, comme Nadia l'a souligné, le fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement avec un focus très clair sur l'Afrique, notamment sur l'Afrique subsaharienne. Donc, moi, je suis en charge spécifiquement de toute l'Afrique francophone. Donc, nous, on considère l'Afrique francophone toute la côte ouest africaine et toute l'Afrique centrale également. Donc, sur ce, je vais activer ma présentation. Vous allez devoir me confirmer si vous la voyez ou pas. Alors, c'est toujours un peu technique, ces choses-là. On va y arriver. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parfait. Allô? Oui, C'est parfait. parfait? Très bien. Alors, Business Club Africa m'a demandé de vous faire une masterclass, comme on l'appelle ces jours-ci, pour parler de ce sujet brûlant, hein, qui est la levée des fonds, et particulièrement en zone francophone. Donc, s'il y a des anglophones ou au moins ceux qui viennent de pays anglo-saxons, c'est vraiment spécifique à l'Afrique francophone en général. Et la raison, elle est très simple, c'est que nous voyons moins d'investissements dans nos régions, nous voyons plus de difficultés pour nos PME à se financer. Et c'est de ça que part l'idée, effectivement, de pouvoir donner cette masterclass qui va être courte, mais je pense interactive et nous permettre de pouvoir échanger sur les sujets de fond. Et je pourrais, en tout cas au cours de cette présentation, vous apporter également mon retour d'expérience, mon expertise sur certains sujets au cas d'école, comme on les appelle chez nous, pour vous donner un peu plus de réalité sur ce qu'on fait au jour le jour. Alors, pour commencer, en termes d'agenda pour aujourd'hui, donc déjà, c'est clair que on regarde l'Afrique parce que, comme Nadia l'a dit, il y a des sociétés qui aimeraient bien aller au-delà de nos régions précitées.
Et par contre, elle voit un peu plus justement de la croissance dans d'autres pays qui sont en bordure ou alors frontaliers aux pays francophones, que ce soit les 14 pays francophones qu'on connaît dans les deux grandes zones. Mais on va aborder donc des éléments de contexte sur le sujet qui nous importe aujourd'hui. En premier lieu. En deuxième lieu, on va également aborder quelques idées reçues. Ça, c'est bien à souligner. Et enfin, on va également aborder des principes clés qu'il faut retenir pour ce type d'aventure ou de levée de fonds, pour être exact, parce que à la fin de la journée, lever de fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est long. Et c'est la première chose qu'il faut se donner. Il faut se donner du temps. Et enfin, on va parler rapidement de manière assez condensée du process. On appelle donc que dois-je faire, donc se donner les moyens de pouvoir réussir dans cette levée de fonds. Et enfin, je vous donnerai également mon contact au travers duquel vous pourrez me contacter après cette présentation. Les premiers éléments, donc les éléments de contexte, c'est vraiment quelques chiffres qui vont nous mettre un peu dans le bain de nos discussions aujourd'hui. Première chose, la contribution des PME, c'est un chiffre qui est toujours balancé ou alors apporté dans différentes conférences comme un chiffre marquant. 70% effectivement de contribution des PME africaines à la création d'emplois. Ça, c'est clair chez nous au niveau de ce qu'on appelle les DFI. Nous sommes en fait des financeurs multilatéraux pour le secteur privé. Nous voyons énormément de contributions de ces PME-là, effectivement, dans l'économie locale. Ça, c'est clair pour tous les pays africains, particulièrement en Afrique francophone. Ils sont également contributeurs à hauteur de 65% du secteur informel. Ça, c'est très important et on va revoir ça dans la capacité d'investissement. La raison est simple, c'est que l'auto-entrepreneuriat, vu le fait qu'il n'y ait pas énormément de débouchés, soit après le baccalauréat ou alors même après des études universitaires, beaucoup de jeunes et même de moins jeunes se lancent ou décident de créer des sociétés dans l'entrepreneuriat pour pouvoir non seulement avoir une activité professionnelle, mais également créer de véritables capitaines d'industrie sur la durée. Enfin, l'accès au financement pour les PME, c'est un problème qu'on essaye aujourd'hui à notre niveau de résoudre, mais un problème numéro 1. Et il est mentionné dans toutes les conversations que moi je peux avoir sur le terrain, que ce soit au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire et même dans des pays un peu plus petits, il y a ce problème-là du financement du secteur privé. Et le secteur privé, comme on vient de le voir, majoritairement présenté au moins ici par les PME. Et on va vraiment de très petites entreprises à des entreprises qui sont considérées comme des grandes PME dans nos pays. L'accès à la dette bancaire, c'est vraiment le premier levier sur lequel les entrepreneurs, en tout cas vers lequel les entrepreneurs se tournent pour pouvoir avoir accès à de la liquidité. Avant ça, on peut se dire effectivement qu'on a accès à ce qu'on appelle dans beaucoup de nos pays la tontine, donc qui nous permet de pouvoir avoir accès à des cotisations. Ces cotisations-là nous permettent de pouvoir préfinancer un projet, mais d'habitude, on se rend compte que ce n'est pas facile d'avoir accès à des tontines qui rémunèrent de manière importante, mais en plus de cela, également, les taux auxquels elles donnent ces financements sont assez exorbitants. Cependant, la tontine a montré qu'elle pouvait faire en sorte, ou du moins créer des capitaines d'industrie. On le voit au Cameroun particulièrement, où il y a vraiment de grandes sociétés aujourd'hui qui ont en partie financer leur bilan à travers la tontine. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de vraiment comprendre les différences qu'on peut trouver dans notre secteur ou dans nos régions vis-à-vis de la dette bancaire. Aujourd'hui, les très petites entreprises, seulement à 20% y ont accès, 30% celles qui sont de taille moyenne et 40% celles qu'on considère de grande taille. Enfin, si on peut comparer ça avec le reste du monde, on a 30% déjà sur les petites entreprises. Le reste du monde, c'est l'Europe, l'Asie et bien sûr les Amériques. 30% dans ces différents continents. 50%, ça monte très haut à partir des entreprises à taille moyenne. Et enfin, 65% quasiment pour ce qu'on appelle des grandes PME. La raison, elle est simple, c'est que vous avez des marchés qui sont peu liquides et qui vous permettent de pouvoir avoir accès
à un système bancaire qui est également prêt à faire ce type de prêt et prêt à prendre des risques dans ces pays-là. Et nous tombons sur ce chiffre de 70% de financement à court terme dans nos pays ou alors quotidiennement appelés des DAT. Ça, c'est un problème parce que moi, je vois sur le terrain des entreprises ou des projets qui se mènent avec des financements à court terme. Donc, on veut acheter des machines, on veut acheter des lignes, par exemple, d'embouteillement d'eau ou de jus de fruits. On utilise de la dette à court terme entre 3, 4 ans, même 5 ans souvent, mais qui sont structurées différemment, qui ne permettent pas à l'entreprise de respirer au niveau de sa trésorerie et de voir dans le temps long. Donc aujourd'hui, en majorité, dans tout notre secteur bancaire francophone, nous sommes en gros à 70% de financement court pour nos PME, ce qui est un problème d'industrialisation. Alors, enfin, on tombe quand même sur quelque chose d'assez positif. Aujourd'hui, on a une croissance sur les 10 dernières années dans la zone de 5 à 6% sur les grandes économies, ou même les petites d'ailleurs. On peut compter le Congo, Brazzaville, le Gabon, ainsi de suite, qui ont vraiment démontré qu'ils pouvaient maintenir un niveau de croissance assez élevé et comparé à des pays comme du Cameroun ou alors, dans ce cas-ci, la Côte d'Ivoire qui mène vraiment la course en tête sur le domaine de la croissance du PIB. On a également des chiffres qui nous montrent qu'il y a la capacité de mieux faire et la capacité d'entrer dans des marchés, de pouvoir proposer des services et des biens qui vont être consommés par un marché qui est croissant, par des économies qui sont capables de pouvoir absorber cette nouvelle demande, cette nouvelle distribution de nouveaux produits. Sur ce, on va passer à quelques idées reçues avant d'entrer dans le vif du sujet sur comment bien mener sa levée de fonds. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est de vraiment simplifier les choses au maximum pour que le promoteur ou alors l'entrepreneur qui est averti, qui connaît de quoi il parle, qui connaît ses chiffres, et la TPE, le jeune entrepreneur qui se lance, puisse de manière assez claire et simple avoir une idée de ces concepts-là. On m'a donné le choix de faire une présentation assez technique ou alors une présentation qui pourrait directement parler à une audience assez diverse. Donc, sur les idées reçues, il y a je pense que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette photo. C'est en fait les différents garages, hein, on peut les appeler comme ça, des différents fondateurs de ces grandes sociétés que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut carrément se détacher de cette façon de voir le marché ou du moins la capacité de pouvoir lever des fonds parce que l'Afrique n'est pas du tout les Amériques et en plus de ça n'est pas la Silicon Valley. On est dans un continent qui est de base risqué. Risqué, c'est pas parce pour nous, il n'est pas risqué, mais qui est vu comme risqué par la majorité des investisseurs, ce qui fait que vous ne pourrez jamais répliquer ce que vous pouvez lire dans les livres de ces fondateurs ou ce que vous pouvez voir comme retour d'expérience ou case study qui peuvent être présentés sur ces sociétés-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, par contre, c'est nos chefs d'entreprise également. Quand on discute chiffres, ils nous disent effectivement, nous, on peut discuter chiffres, il n'y a pas de souci, je fais tel million ou tel million d'euros de chiffre d'affaires ou telle centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires et on s'arrête là. Là où le bas blesse d'habitude, c'est que quand on veut rentrer dans la partie documentaire, qu'on veut savoir plus, on veut avoir plus d'informations, c'est là où d'habitude on a un blocage. Et la raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de digitalisation, mais la majorité de nos TPE, comme vous l'avez vu, sont encore dans l'informel et même celles qui sont également dans l'économie formelle n'arrivent pas d'habitude à nous apporter en tant qu'investisseurs les informations dont on a besoin, dont elles ont sûrement accès, mais elles n'arrivent pas soit à les présenter de manière conforme, soit à nous apporter une explication pourquoi elles n'ont pas ces informations. Ça, c'est un point important parce que c'est un point que moi, je rencontre ça tous les jours dans nos investissements. On n'arrive pas à avancer sur des projets qui sont pourtant d'intérêt général, mais on n'y arrive pas tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations. Je vous donne un exemple sur le financement typiquement de la filière du manioc. Aujourd'hui, nous, on rencontre énormément d'entrepreneurs dans la filière du manioc, peut-être à cause de la guerre en Ukraine, mais au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose à faire dessus.
Cependant, on n'arrive pas à avoir des projets qui sont pensés avec des agronomes, avec des chefs d'entreprise qui, même s'ils ne sont pas agronomes, mais qui ont une vision d'industrie et de marché pour pouvoir avancer avec eux. C'est-à-dire nous présenter des dossiers qui sont au moins acceptables à notre niveau. Et on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut être acceptable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être bancable? Alors, sur la levée de fonds en elle-même, quelques pistes. Le premier point qu'il faut noter, c'est ce qu'on appelle KISS en anglais. C'est vraiment si vous n'avez pas du tout, vous n'êtes pas du tout un apprenant ou alors qui parle anglais, il y a quelque chose, un terme, un acronyme qui est très important, ça s'appelle KISS. Donc, seulement ça veut dire Keep it simple and stupid. En fait, il faut vraiment dire les choses, préparer les choses de manière claire, concise, mais les présenter de manière simple. Et enfin, ça vous permettra, vous, de pouvoir non seulement toucher un panel large d'investisseurs, mais également être compris dès le premier essai. Alors, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est de connaître dans le détail le mandat de l'investisseur. D'habitude, on parle de chiffres, on parle de marché, mais l'un des points clés, vraiment, que beaucoup d'entrepreneurs, moi je pense à la majorité, à peu près 70%, ce qu'ils oublient, c'est de connaître vraiment le mandat de l'investisseur. Quand je parle de l'investisseur aussi, je vous parle de votre banque locale, je vous parle de votre DFI, donc Norfund, typiquement, et je vous parle également des véhicules d'investissement locaux que vous pouvez avoir dans différentes régions, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, ainsi de suite. C'est très, très important parce que c'est là, il se fait déjà un filtrage à notre niveau. Si vous n'êtes pas capable de voir ou bien de comprendre ce que l'investisseur a besoin de savoir ou de voir, là, c'est un problème et nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, on ne perd pas le temps. On avance sur d'autres projets. Alors, si on s'attarde sur ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, je vais vous donner 4 points qui sont assez intéressants et d'habitude qui se généralisent un peu chez d'autres investisseurs également. En ce qui nous concerne, l'investissement personnel soit de l'apporteur, soit du fondateur, soit du CEO, peu importe le nom qu'on met dessus, son investissement personnel, il peut être défini de 2 manières. Un investissement, bien sûr, en nature, en cash spécifiquement, ou alors en bâtiment, ou alors en terre, dépendamment du projet, mais un investissement également en temps. Et d'habitude, c'est difficile de quantifier le temps. Mais cependant, nous, on est en mesure, en tout cas à Norfund, on est en mesure de pouvoir quantifier le temps et ça nous permet de comprendre ou de se dire si cette société a fait assez d'efforts pour pouvoir arriver où elle est, ou si ce promoteur, avec ce qui l'entoure, ont pu investir de leur temps pour monter ce projet-là. Effectivement, c'est de bon augure pour la suite, pour leur apporter un financement à long terme. Ça, c'est très important et beaucoup de chefs d'entreprise oublient de mentionner ça souvent et ils se focalisent sur leur business plan parce que c'est ça qui parle. Mais effectivement, il faut démontrer, il faut avoir une conversation d'abord stratégique avec un investisseur avant de parler projet et détails financiers. Deuxième point, historique opérationnel. Alors, beaucoup d'investisseurs, ça c'est notre cas, nous on ne finance pas de start-up nécessairement. On finance des sociétés qui ont au moins 3 ans d'historique opérationnel. Donc, ça permet pour nous de pouvoir prendre une société, elle est presque après amorçage et de vraiment la mettre sur une pente de croissance. Et là, on apporte vraiment du capital, on grossit vraiment le bilan. Et nous, notre objectif, c'est de vraiment créer des champions, des capitaines d'industrie, comme on les appelle. Donc, l'historique opérationnel est très important. Et d'habitude, on peut avoir une historique opérationnelle qui n'est qu'en fait que de dépenses, donc c'est-à-dire en amorçage. Ça, c'est aussi de l'historique qu'on peut ramener, qu'on peut expliquer ce qu'on a fait. La troisième chose, c'est la résilience de la société. On a vu avec le Covid et maintenant avec l'Ukraine, soit il y a des sociétés qui sont carrément sorties du marché parce qu'elles ont fait banqueroute, ou alors il y a des sociétés qui démontrent leur résilience de par les process qu'ils ont mis en place, de par le fait qu'ils ont potentiellement adopté des licenciements partiels et ils ont après peut-être repris leurs employés. Toutes ces mécanismes internes que le promoteur, la société en général ou alors ses équipes peuvent démontrer et mettre en place qu'ils ont pu être résilients pendant ces périodes de difficulté, c'est positif pour un investisseur qui rencontre une première fois une société. Enfin, forte valeur ajoutée produits et services, ça c'est clair.
il faut absolument démontrer, pour un investisseur en tout cas, il faut lui démontrer qu'on est capable d'avoir de la valeur ajoutée sur le marché dans lequel on opère. C'est très important. Les copycats, ce qu'on appelle dans les copier-coller, les répliques, comme on les appelle, aujourd'hui, ce n'est plus vendeur. Il faut vraiment démontrer un peu d'innovation ou alors, même pas dans le produit, mais en termes de process également, ça permet également à un investisseur de se positionner. Deuxième point, présentation qualitative et quantitative adéquate, très important. Un point très important. Dès la préparation, il faut être en mesure de pouvoir bien faire les choses. Une présentation typiquement comme celle-ci, qui est courte, vos présentations d'habitude sont plus importantes, ce qu'on appelle un IM, une présentation aux investisseurs. Il faut vraiment passer du temps dessus pour qu'on puisse avoir un bon rendu. Ça renvoie une très bonne image et ça permet à l'investisseur tout de suite de se positionner. À titre personnel, quand je reçois par exemple ce qu'on appelle un deck, donc une présentation des investisseurs, d'une trentaine, d'une cinquantaine de pages, on ne dit pas, je veux tout de suite savoir sur quoi je vais discuter avec le potentiel promoteur ou alors à quoi m'attendre en général sur les aspects financiers, les aspects environnementaux et sociaux et ainsi de suite. Ça, c'est très important à avoir en tête et à mettre sur papier pour que l'investisseur puisse se positionner en conséquence. Troisième point également important, c'est démontrer une connaissance de son secteur d'activité. Alors ça peut être banal, mais encore là, un point négligé souvent, car on passe vite dessus, tout simplement parce qu'on se dit qu'on connaît très bien, par exemple, le marché de la volaille. On connaît très bien le marché de Uber africain. On connaît très bien le marché de la microfinance, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, il faut vraiment démontrer à l'investisseur, et aujourd'hui, c'est important, qu'on est capable, on n'est pas seulement chef d'entreprise, on est chef d'entreprise et opérationnel. On est capable de partir jusqu'au bout de la chaîne de valeur et de démontrer les effets de marge, la création de valeur et les effets de marge après. Donc ça, c'est très important également de pouvoir avoir en tête et de démontrer à l'investisseur. Il ne s'agit pas de faire une grande présentation en équation, mais il s'agit de présenter une image de l'entreprise qui connaît son secteur et qui peut être innovant dans son secteur. Quatrième point, l'éthique et la morale. On aurait peut-être dû commencer par ça. Aujourd'hui, on n'investit pas dans le talent. On investit d'abord dans l'éthique et dans la morale. Moi, quand je fais mes investissements avec Norfund, nous, on investit dans les équipes. On investit dans les personnes qui vont, parce que ce sont ces personnes-là qui vont créer de la valeur. Donc, ça, c'est un point extrêmement important à noter et qu'il faut, et moi, je note en tout cas que beaucoup de jeunes entrepreneurs ou alors même des PME déjà bien formalisées n'arrivent pas à discuter ou alors à parler sur ce sujet, ce qui est vraiment dommage. Ce qui nous mène bien sûr à l'atténuation du risque. Tout ça, la phase 1, KISS, nous permet d'arriver à une atténuation du risque. L'objectif premier, effectivement, c'est la réduction du risque parce qu'il y a toujours un risque perçu. Quand j'arrive la première fois, je rencontre un entrepreneur, il y a un risque et je commence à essayer de scanner un peu et de savoir à qui j'ai affaire. Alors, si tout ce qui était dit à gauche se fait bien, effectivement, on a une réduction significative du risque, au moins au niveau de la prise de contact. Ça, c'est très important. Ça nous permet, nous, maintenant, d'entrer dans le vif du sujet avec l'entrepreneur. Si c'est pas bien fait, il y a de la méfiance, il y a de l'hésitation. Un exemple simple, moi je couvre une dizaine de pays, je ne peux pas tout regarder. Ça veut dire typiquement qu'il me faut absolument tout de suite, en 2-3 pages, savoir et si j'avance sur ça ou alors utiliser mes propres ressources limitées sur d'autres sujets plus importants. Donc c'est là également qu'il y a un filtrage. Faites très attention. Il faut être en mesure de passer ce filtrage-là. En tout cas, ça c'est le point de vue de beaucoup d'investisseurs et à Norfund, c'est le cas. Alors, sur la levée de fonds, j'ai vraiment condensé et simplifié ça. J'aurai peut-être l'occasion d'échanger un peu plus longuement, dépendamment comment Business Club Africa arrange les choses avec vous sûrement un peu plus tard. Mais je l'ai condensé vraiment à 4 étapes. La première chose, c'est la préparation. On revient en point 1 avec KISS. Très important, la simplicité. Ça nous permet de pouvoir comprendre les choses rapidement, de pouvoir vous dire oui ou non rapidement également. La revue documentaire, très importante et évidemment financière, elle doit être détaillée. C'est très important de donner une image de sérieux dès qu'on aborde un investisseur. Donc ça, c'est fait en amont, quitte à ne pas nous approcher tout de suite, mais faire le travail en amont.
Le troisième point, je l'ai mis en exergue tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut de l'accompagnement. Je sais que c'est cher. J'ai commencé ma carrière en faisant du conseil financier. Donc, mais cependant, c'est un point qui va être récurrent, qui va continuer à revenir sur vos tables, tout simplement parce que on a besoin d'un conseil financier la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, pour pouvoir aller vite. Et si on veut aller vite, eh bien, on s'entoure des meilleurs. Et dans beaucoup de cas, particulièrement sur des PME qui sont qui sont presque en démarrage de leur développement ou de leur croissance forte, ils ont besoin de ce conseil financier pour les structurer un peu plus, pour faciliter la tâche également aux investisseurs. Moi, typiquement, un exemple simple, et c'est la réalité partout, je ne peux pas tout regarder au niveau du dossier. J'aimerais recevoir quand même quelque chose, même si c'est pas bancable, mais au moins est-ce que je puisse analyser rapidement, que de recevoir des brouillons, pour le dire assez rapidement. Donc ça, c'est un point, il faut être franc dessus, parce que nous, en Afrique francophone, on a ce manque-là, et on a besoin de se formaliser un peu plus à ce niveau-là. Dans le cas où on n'a pas besoin de conseil financier, effectivement, on peut aborder un investisseur directement sans problème. Alors, la rencontre d'investisseurs est également important, que ce soit en visio comme on est en train de le faire ou alors en présentiel. C'est extrêmement important de pouvoir faire confiance aux meilleurs dans l'équipe. Moi, j'ai rencontré sur 2 ou 3 transactions récentes où le CEO n'était pas en mesure de pouvoir vraiment présenter le projet par rapport à son CEO, par exemple, ou alors son chef d'équipe terrain, par exemple. C'est souvent mieux de venir à 2 ou à 3 que de venir seul pour présenter un projet d'envergure comme attirer des financements pour une société. Ça, c'est un point également négligé souvent, mais on se rend compte aujourd'hui, malheureusement, que quand on n'a pas cette facilité d'interaction avec le promoteur, on peut l'avoir effectivement avec le numéro 2 et le numéro 3. Donc ça, c'est pas un problème. Nous, on est prêt à regarder ça. Il n'y a pas de point qu'on enlève nécessairement. Si quelqu'un s'aventure à ramener son équipe, l'essentiel, c'est la compétence. Le deuxième point, il faut également que le pitch soit concis et détaillé. On en a parlé. Mais le troisième point, quand on va se rencontrer, effectivement, on va vous interroger sur les éléments financiers, sur votre appréciation du marché, sur votre croissance du marché, les prises de parts de marché, la compétition, ainsi de suite. Ça, c'est des éléments que vous devez avoir au bout des doigts, quitte à ce que vous pouvez avoir des trous où vous pouvez pêcher sur certains points, mais l'essentiel, c'est de démontrer quand même que vous avez appréhendé votre marché à sa juste valeur. Enfin, ce qu'on appelle le follow-up, c'est la continuité tout simplement de l'évaluation, de l'opportunité. La réactivité, et ça c'est un point qu'il faut vraiment mentionner, et moi j'ai dit de manière assez crue, la même réactivité que vous avez typiquement au Ghana où je suis actuellement, dans les PME, même les petites entreprises, je n'ai pas la même réactivité typiquement au Cameroun d'où je viens. Donc ça c'est une réalité, il ne faut pas se cacher, il faut se dire les choses, il faut aller plus vite, il faut être réactif, et il faut pouvoir répondre plus vite. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'être réactif. Quelqu'un qui n'est pas réactif, il n'est pas prêt à recevoir un financement. Et enfin, être ouvert à faire des changements. Typiquement, nous, on a l'habitude, et moi, c'est ce que je fais, à apporter de la valeur ajoutée pendant la levée de fonds à une entreprise. Donc, à lui suggérer des manières de faire, notamment dans la structuration de cette levée de fonds. Ça, nous, on a à mesure de le faire. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais on a la capacité de le faire. Donc, il ne faut pas hésiter à être ouvert et à pouvoir poser des questions à savoir comment je peux mieux structurer ça, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, les DFI, parce qu'à la fin de la journée, on n'est pas nécessairement des fonds d'investissement commerciaux. Donc, ça, c'est des points à noter également. Et enfin, l'équipe. L'équipe, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est très important d'investir dans la loyauté et dans l'éthique. Très important d'investir sur ces points-là. Et après, bien sûr, vient le talent. Mais c'est aujourd'hui, nous, on voit beaucoup de problèmes dans les équipes et pas nécessairement dans l'aspect financier, qui est une conséquence de la mauvaise gestion. Donc, sur ces points, j'ai essayé de condenser au maximum ce qui pouvait être dit. Je sais que je dois laisser un peu de temps pour qu'on puisse discuter. Rapidement, j'ai déjà dépassé le temps alloué. Donc, je garde le temps, Nadia, pour le reste, pour la discussion. Et comme ça, on peut échanger assez librement sur les points qui sont en suspens au niveau de l'audience. Merci à tous.
Merci beaucoup, Fabrice, vraiment pour cette très belle présentation et très claire et surtout vraiment dans le vif du sujet. Enfin, c'est très pratique et merci aussi pour tes exemples et retours d'expérience concrets que tu as pu rencontrer dans ton expérience. Donc, ce que je vais proposer, comme je disais tout à l'heure en introduction, pour ceux et celles qui nous ont rejoints plus tardivement, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat et je les poserai ensuite à Fabrice pour justement avoir une meilleure interaction et que voilà, le temps imparti soit respecté pour que un maximum d'entre vous puissent poser leurs questions. Donc, nous avons une question, notamment une première question de la part de Christian Eschiman. La question est du point de vue des investisseurs. Quels sont les éléments, selon toi, Fabrice, que vous jugez en tant qu'investisseur pertinents lors des négociations de la valorisation de l'entreprise ciblée? Voilà, je vois déjà le sourire. C'est très bien et là, on avance rapidement sur ça. Alors, on parle ici d'un investissement en capital risque, donc en fonds propres. Donc, les éléments essentiels, et on a vraiment simplifié tout ce qui est valorisation d'une entreprise, surtout en Afrique, les éléments essentiels sont la croissance de l'entreprise. La deuxième chose, bien sûr, vous avez un multiple de valorisation. Ce multiple-là, bien sûr, il est discuté. Moi, ce que je vois, je peux vous le dire assez ouvertement, on a des multiples dans certaines régions, en Afrique francophone, par exemple, les multiples sont plus bas. Dans les pays anglo-saxons, on est à partir de 5, en tout cas, pour des petites entreprises, jusqu'à 7,5 ou 8, vraiment, si l'entreprise est vraiment très mature. Alors que au niveau du Ghana, au niveau du Nigeria, on se retrouve avec des multiples qui s'approchent de 10, typiquement. Donc, aujourd'hui, 2 points majeurs à retenir, en tout cas. Nous, on regarde beaucoup la croissance et en fonction de ça, ça impacte le multiple qu'on peut appliquer sur la valorisation. Mais également, il y a des éléments un peu techniques sur lesquels je ne peux pas aller en détail parce que ce serait très long. Mais l'un des points quand même qu'il faut regarder également, l'endettement, le levier sur le bilan de l'entreprise. Très, très important à regarder ça. Et il faut également noter enfin que tout investissement, en tout cas en ce qui nous concerne, nous les DFI et nos fonds en particulier, il est très difficile pour nous de venir remplacer du capital. C'est-à-dire qu'il y a un investissement qui a déjà été fait, nous, on vient juste le remplacer. C'est-à-dire si vous avez $1 dans votre fonds propre, nous, on vient remplacer le $1 parce qu'il y a un autre investisseur qui sort de votre entreprise. Ça, c'est compliqué, difficile pour nous. Nous, on est en valeur ajoutée. On va venir rajouter des fonds pour pouvoir investir dans l'outil industriel ou alors l'outil de service de votre entreprise. Merci beaucoup, Fabrice. Ensuite, la deuxième question donc, de Sheikh Touré. Est-ce que les fonds d'investissement demandent des garanties comme les banques locales? Alors, Cheikh, je suppose que là, on parle effectivement d'une dette commerciale ou d'un prêt long terme. Dans ce cas-ci, effectivement, oui, parce que toute dette commerciale demande de la sécurité, comme on dit. Donc, aujourd'hui, on demande également des gages qui permettent de sécuriser ce financement. Alors, je ne pense pas qu'il faut que, à ce niveau-là, vous vous focalisez sur ça. Alors, c'est vrai que pour avoir accès au crédit dans tous nos pays africains, on a besoin de gages d'habitude. On entend des histoires terribles sur la réquisition de terrains familiaux, ainsi de suite. Vraiment des histoires qui sont vraiment difficiles à entendre. Mais cependant, tout crédit, c'est pas seulement l'Afrique. On a tout crédit. L'instrument est designé de cette façon. Il faut avoir des gages. Cependant, nous, effectivement, on n'est pas nécessairement flexible, mais on peut discuter de comment mieux structurer ces gages pour pouvoir faire en sorte que la société respire. Merci beaucoup. Une autre question de Franck Bocco, pardon, excusez-moi. Les fonds d'investissement ne concernent-ils seulement que les entreprises avec un historique d'au moins 3 ans? Alors ça, c'est très généralisé, hein. Donc, en ce qui nous concerne, c'est le cas, mais en termes de fonds d'investissement, ce qu'on appelle des PI, donc vraiment des fonds d'investissement, eux, s'ils ne sont pas ce qu'on appelle des VC, donc ceux qui font de l'amorçage, s'ils sont des fonds d'investissement classiques, ils auront besoin au moins de 2 ans de compte audité d'une entreprise. Alors, 3 ans, c'est assez classique sur le marché. Merci. Alors, on a une autre question un peu plus précise, mais je vais peut-être rajouter un petit peu donc, de Papa Anne.
Par rapport à, tu disais tout à l'heure, voilà, les DFIs comme donc les banques de développement comme Norfund sont plus là pour de la valeur ajoutée, pour apporter du capital supplémentaire. Est-ce que après, par exemple, vous êtes aussi en accord ou est-ce qu'il y a la possibilité pour les entrepreneurs de toucher à d'autres acteurs en plus de vous, les DFI, des banques, VCs et consorts, de par exemple des institutions telles que par exemple au Sénégal, la DER, donc la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Et est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec eux? Comment ça se passe pour un entrepreneur? Alors, tout à fait. On peut effectivement faire des co-investissements. On a aucune limite à le faire. Donc, on peut faire des co-investissements avec des banques locales qui sont vos partenaires privilégiés d'habitude, avec des microfinances un peu moins parce qu'ils ont des produits spécifiques, avec des banques de développement locales et également avec des banques de développement sous-régionales. Ça également, on peut le faire sans difficulté. Merci beaucoup. Alors, on avait aussi d'autres questions que des membres nous avaient envoyées. Alors, il y en a une, c'était justement un de nos membres, un entrepreneur qui était prêt à lever des fonds, hein, qui est déjà une start-up plus, on va dire, et qui voulait avoir en fait vraiment l'opinion d'un professionnel justement par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, par rapport au deck, par rapport à sa présentation pour montrer que c'est un projet bancable. Est-ce que c'est quelque chose que vous, chez Norfund, vous proposez, un accompagnement aussi pour bien développer son deck ou d'autres acteurs? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur pour avoir justement un outil pratique pour être attirant pour des acteurs comme vous? Alors, c'est une très bonne question et c'est essentiel. On oublie d'habitude. Moi, j'ai reçu souvent des documents en format Word qui n'ont pas de sens du tout parce qu'ils sont mal écrits, ils sont mal faits, mais c'est pas de la faute du promoteur nécessairement. Peut-être qu'il n'a pas été ouvert à cet outil. Donc, nous, on ne propose pas ce type de service. Cependant, j'ai parlé des conseillers financiers qui peuvent également juste être des conseillers sur le process de levée de fonds, mais pas nécessairement financier. Donc, s'il y a la capacité financière en interne, pas de problème. Vous pouvez avoir un conseil à ce niveau-là qui va vous faire un business plan vraiment détaillé, une présentation aux investisseurs et bien faite qui permet à un investisseur en 3, 4, 5 pages de vous rappeler tout de suite. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, bon, à titre personnel, moi, je peux vous référer à des gens que je connais. Beaucoup de collègues dans le même secteur, dans d'autres DFI, dans d'autres fonds, vont facilement vous référer à des cabinets qui vont vous aider à le faire. Alors, il y a un point sur le coût, et je comprends très bien, parce que c'est souvent un pourcentage du montant levé. Ce que moi, je dis toujours aux entrepreneurs, c'est faites la chose suivante. Si on vous dit typiquement et à mon époque, c'était le cas, vous pouvez typiquement avoir du 2% par exemple, hein, sur un montant d'1 million à lever. Vous dites au cabinet, très bien, pas de problème. Moi, aujourd'hui, j'ai une trésorerie assez limitée, je me concentre sur l'opérationnel. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous me dites, vous me levez de l'argent en 6 mois, en 9 mois, pas de problème, mais l'argent levé, je le dis aux investisseurs que je vais le défalquer pour pouvoir vous payer les 2%. Et beaucoup n'acceptent pas, mais au moins 50% des cabinets aujourd'hui sont prêts à faire ça si le gens envoie la chandelle. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, peut-être par rapport à ça, est-ce qu'il y a aussi des mécanismes de collaboration avec des incubateurs et des accélérateurs, justement pour sourcer ces PME et entrepreneurs à fort potentiel et en lien avec des DFI comme Norfund? Voilà. Alors aujourd'hui, les incubateurs, c'est encore très sélectif. Hein. Moi, je vois beaucoup d'incubateurs dans certains secteurs, notamment tout ce qui est fintech, digital tech et nasurtech. On en voit énormément. Mais tout ce qui est consommation locale, FMCG, par exemple, dans tout ce qui est produit à forte consommation, vous avez une entreprise typiquement qui veut faire du savon en poudre, ok, avec des entrants locaux. Elle ne passe pas par un incubateur aujourd'hui. Directement, elle va faire ce qu'on appelle du marché à marché. Elle regarde son marché, elle revient, elle emprunte peut-être à la tontine ou à la famille. Elle achète sa première conditionneuse en Allemagne. Elle arrive et commence à conditionner. Donc, ça dépend du secteur. Moi, je vois plus d'incubateurs au niveau de tout ce qui est digitalisé aujourd'hui. Mais cependant, tout ce qui est encore, parce qu'il y a une économie réelle hein, au-delà de la digitalisation ou de la fintech. L'économie réelle, elle ne passe pas par ces incubateurs. Moi, j'ai pas énormément j'ai pas de nom
Sur les incubateurs dans les fintech, effectivement, il y a des contacts. Mais sur les autres secteurs qui sont majoritaires aujourd'hui, la grande consommation, j'en vois pas du tout. D'accord, merci beaucoup. Une autre question de Franck Bocco, c'est de savoir, est-ce qu'au niveau de Norfund, vous privilégiez justement des secteurs d'activité particuliers? Tout à fait. Alors, à Norfund, on a ce qu'on appelle 3 silos. On a un premier qui s'appelle Scalable Enterprise, donc financer des sociétés en croissance en Afrique. Ce département-là, il n'est que focalisé sur l'Afrique, uniquement sur l'Afrique. Aujourd'hui, on a quasiment 1 milliard investi en Afrique sur ce département-là, qui inclut l'agro-business, donc l'industrie, la manufacture et également le service. Le service uniquement sur de la logistique. Enfin, en deuxième lieu, on a ce qu'on appelle le secteur énergie renouvelable, le département énergie renouvelable où nous financions uniquement le sous-secteur solaire et également tout ce qui est secteur hydrologique. Donc ça, c'est les 2 secteurs qu'on finance. Alors aujourd'hui, le solaire, effectivement, le vent en poupe, c'est un secteur qui reçoit énormément de financement. Moi, je regarde ce secteur également. Je suis disposé à regarder des projets sur ce secteur-là aussi. Et enfin, on a un dernier secteur qu'on appelle le secteur département sectoriel qu'on appelle institution financière, qui s'occupe à financer et en equity et en dette long terme des microfinances et des banques. Merci beaucoup. Et du coup, par rapport à ça aussi, la question, c'est à quel stade, en fait, de la vie d'une entreprise vous investissez au niveau de Norfund et quel est, en fait, le ticket d'entrée pour vous? Voilà. Alors, tout à fait. Alors, le ticket d'entrée est de 5 millions d'euros, à peu près 3 milliards et demi de francs CFA, 5 millions d'euros ou alors en dollars aussi, on peut faire en dollars, il n'y a pas de problème. On les finance comme on est étrangère pour l'instant, donc soit le dollar, soit l'euro. On a quelques facilités pour faire de la monnaie locale, mais c'est encore vraiment résiduel. On est en train de monter en puissance sur ce produit-là. Ça, c'est le ticket d'entrée. Cependant, on peut également regarder des projets qui ont besoin d'un ticket un peu plus faible. Donc, par exemple, 1 milliard et demi, aux alentours de 2 millions et demi d'euros. On peut également regarder ça, potentiellement ce type de ticket. Ça dépend maintenant si le projet il est à fort impact. Ça, c'est le seul point de mandat qu'on a en interne pour pouvoir regarder ce type de projet. Il y avait une deuxième question, je pense, associée à ça. Non, mais c'était le stade de l'entreprise dans lequel vous investissez, plus particulièrement. Très bien. Donc, typiquement, à partir de 3 ans, si l'entreprise n'a pas fait banqueroute depuis là, elle est quasiment prête à pouvoir lever, à partir de nos calculs, environ 5 millions d'euros. C'est une entreprise qui est prête à accueillir ce type de fonds avec un bilan qui le démontre. Et après, il y a d'autres éléments accessoires comme la gestion de l'entreprise, ainsi de suite. Mais au moins, en termes de principe, après 3 ans, on est à mesure de regarder. On a regardé des entreprises qui avaient 2 ans déjà de compte audité, hein, ça, c'est pas un souci. Mais les comptes audités, j'insiste encore dessus, tout ce qui est documentaire, tout ce qui est formalisation, on ne peut pas y échapper. Donc, on a intérêt à s'y mettre tout de suite, ou alors de dire qu'on va continuer dans l'informel ou on va continuer avec des grandes entreprises qui n'ont pas de système ERP, qui n'ont pas de facturation automatisée, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un choix quasiment générationnel qu'il faut faire sur nos PME. Merci. Une autre question, c'était un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que, en termes pour les incubateurs, etc., que c'était très orienté sur la tech et la digitalisation. Mais en termes d'investisseurs comme vous, tu disais vous avez plusieurs piliers, dont l'agro-business. Mais pourquoi, selon toi, justement, il y a cet engouement plutôt pour la tech et puis les autres secteurs comme le FMCG ou l'énergie sont aussi tout ce qui est énergie renouvelable et surtout le solaire et le vent en poupe, comme tu disais, mais il y a certains secteurs qui sont des parents pauvres de l'investissement, comme aussi l'eau et d'autres secteurs. Alors, sur le dernier point, on vient de rajouter à Norfund l'eau et la gestion des déchets. Donc, on peut financer des sociétés qui font soit dans l'induction d'eau, effectivement, ou alors juste dans la distribution toute simple.
de l'eau potable et également dans la gestion des déchets. Je comprends qu'il y a toujours une connotation parapublique à ces secteurs-là, mais nous sommes prêts à avoir une discussion. C'est un nouveau département sectoriel chez nous. Pourquoi on a des parents pauvres sur tous les secteurs qu'on peut regarder dans l'investissement? La fintech aujourd'hui, à mon sens, et après avoir regardé ça, en tout cas ces 5 dernières années, je pense que les gros investisseurs comme nous et certains fonds, VC notamment, ne comprennent pas ou ne comprenaient pas la fintech ou l'industrie de la digitalisation en Afrique. Donc, l'alternative ou l'intermédiaire, c'était des incubateurs. Les incubateurs sont nés comme ça, de pouvoir être en mesure de créer un business model autour du rassemblement de plusieurs idées ou plusieurs entreprises, plusieurs micro-entrepreneurs et d'en sortir un champion. Donc, cette idée-là, par exemple, je voudrais donner l'exemple tout à l'heure du manioc, transformation du manioc. Ça n'existe pas. Donc, par contre, on a des agropoles dans nos pays. Au Gabon, par exemple, ils ont des fantastiques agropoles. On en parle au Sénégal également. Ils ont des choses extrêmement cohérentes. Au Togo récemment, il y avait Invest Togo récemment, des choses extrêmement cohérentes sur les agropoles qu'on peut considérer dans l'agribusiness comme des incubateurs. Mais c'est vraiment à des échelons plus larges que de la micro-entreprise ou de la PME. Merci beaucoup. Donc, je vois que le temps, c'est l'horloge suisse, il faut suivre un petit peu. Le temps va être escompté. Donc, est-ce que tu pourrais, Fabrice, juste pour clore, et je suis désolée pour ceux qui avaient encore des questions, mais vous avez aussi l'email que partageait tout à l'heure Fabrice, son propre email pour lui poser aussi de plus amples questions. Sachez aussi, je vois que certains nous ont rejoints un peu plus tardivement. De toute façon, cette super masterclass, et merci beaucoup encore Fabrice, sera aussi disponible en replay. Donc, n'hésitez pas aussi à la regarder et puis de consulter aussi le site de Norfund. Est-ce que tu pourrais juste, pour clore cette masterclass, donner le conseil qu'il faudrait retenir par rapport à justement cette masterclass et de l'accès au financement que tu aimerais partager avec les entrepreneurs? Lequel serait-il? Alors, est-ce que tu m'accordes de donner 2 points? Eh bien, je t'en donne 2, vas-y, allez. Voilà. Alors, la première chose, et ça, c'est vraiment un point qui part sur de l'expérience. Hein. La première chose, c'est si vous avez commencé avec quelqu'un, dans la vie, personne n'est parfait. Mais si vous avez commencé une équipe, 2 personnes, 3 personnes, moi, l'expérience m'a montré que c'est les équipes les plus fortes, les belles entreprises aujourd'hui, c'est les gens qui sont restés ensemble longtemps. Moi, j'investis sur les équipes, pas nécessairement sur le talent des uns et des autres. Donc, ça, c'est la première chose. Si vous avez vos collègues avec qui vous avez traversé des étapes difficiles, mais vous êtes toujours ensemble, mais vous continuez malgré les difficultés de l'accès au financement, c'est très important de les garder ou de rester ensemble. Et ça, c'est un élément fort pour nous, les investisseurs. On le regarde non seulement en investissement direct, mais également, parce que nous, on investit aussi dans les fonds d'investissement, on regarde aussi ça plus encore dans les fonds d'investissement. Le deuxième point que je voulais laisser à nos entrepreneurs africains et collègues, certainement, c'est un point d'organisation. N'hésitons pas à nous formaliser tout de suite. N'hésitons pas à nous formaliser tout de suite. Et je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, moi je l'ai expérimenté moi-même en faisant un peu de l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui africains, et je parle vraiment à nos petits entrepreneurs qui font du cash, qui peuvent vraiment aller plus loin. Sur tout ce qui est service ad hoc, tout ce qui est présentation, tout ce qui est conseil, tout ce qui est conseil opérationnel et tout ce qui est formalisation, il y a aujourd'hui des plateformes, et je donnerai un nom tout à l'heure à Nadia, il y a une qui s'appelle Fiverr, j'ai eu beaucoup de gens utiliser, où vous pouvez avoir des ingénieurs, des gens qui sont ingénieurs dans leur domaine, vous aider à des prix vraiment très, très bas. Donc ça, c'est très important. Moi, j'ai vu ça en Inde. C'est très fort en Inde, ça marche très bien. Et vous avez des petites boîtes qui sont formalisées, alors de manière exceptionnelle. Hein. Elles ont un système ERP, elles ont quelqu'un qui fait du marketing digital, qui connaît comment faire du SEO sur Google, ainsi de suite.
Ça, saisissez-vous de ces plateformes-là parce que c'est de la valeur ajoutée. C'est votre fonds propre, c'est votre equity que vous ramenez quand vous venez voir un investisseur. N'hésitez pas, aujourd'hui, il y a des ERP formalisés qui vous permettent non seulement de ne pas oublier une facture. Pourtant, vous avez reçu de l'argent, mais vous ne savez pas que vous avez cette rentrée d'argent. Il ne faut pas avoir également peur de pouvoir faire un bilan complet, de vous dire j'ai gagné tant parce que le fisc va venir me chercher, ainsi de suite. Oui, nos gouvernements, nos États ne sont pas parfaits, mais au moins en interne, dans vos comptes de gestion, vous devez être en mesure de pouvoir voir la réalité de votre entreprise financièrement. Merci. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup à tous les participants. Comme dit, donc n'hésitez pas aussi à prendre attache ensuite avec Fabrice. Nous vous enverrons de toute façon un email avec ses coordonnées et ensuite le replay par la suite puisque nous allons faire le montage aussi professionnel. Merci beaucoup à toutes et à tous. Désolée pour les questions qui n'ont pas été répondues, mais vu le temps imparti. En tout cas, encore un énorme merci à Fabrice et puis à Norfund d'avoir pris du temps pour échanger aujourd'hui et à très vite à toutes et à tous et bonne journée. Merci. Merci. Bon courage. Merci, au revoir.